This is the end, beautiful friend. Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec les chroniques de l'Empire d'André Archambault, auteur et commentateur politique qui vit en Amérique du Nord. Je suis Gilbert Daouet d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule USA 2024, l'apocalypse pour tous. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque YouTube. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de cliquer sur s'abonner, la cloche, les notifications et cliquez sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant votre commentaire et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café et on commence. Dans notre dernière chronique, nous avions conclu que les néoconservateurs, bras armés de l'Empire, étaient pour ainsi dire des monomaniaques bêtes et méchants, qui posaient un danger existentiel pour le monde parce que leur salut relevait uniquement de la guerre permanente. Et tu ajoutais dans l'émission précédente qu'il fallait donc craindre un coup de Jarnac des Médicis qui allait tenter de faire élire un président néoconservateur, républicain, en profitant par exemple d'un faux drapeau avec la Russie. Alors André, c'est bientôt l'apocalypse? Ben, Gilbert, tu as tout dit en peu de phrases. Je crois que maintenant on peut aller boire un café et puis aller jouer au ping-pong. Écoute, alors André, alors ça ressemble à quoi cet apocalypse pour tous en Amérique? Ben, écoute, tu l'as dit toi-même, c'est une chose très importante. Ils sont bêtes et méchants, les néoconservateurs. Ils sont méchants parce que ils ont choisi la voie de la déconstruction. Et quand je dis déconstruction, ça veut dire quelque chose de profond, c'est-à-dire la suppression totale du souvenir de ce qui avait été bâti. On détruit le bâtiment, on se débrouille pour qu'il n'y ait plus d'architectes, on ferme les écoles d'architecture et on efface les plans pour que ça ne puisse plus jamais redémarrer parce que destruction, l'histoire est faite de destruction qui font que finalement on peut reconstruire derrière et parfois mieux que ce que c'était avant. Donc ils sont assez méchants parce qu'ils veulent véritablement déconstruire tout ce qui a été la base de toutes les civilisations dans le monde. Et puis ils sont bêtes aussi parce qu'ils sont encore un peu archaïques dans leur façon belliciste de faire les choses, parce qu'ils sont finalement manipulés par des super archontes, comme j'en parlais d'ailleurs dans mon livre Combat pour l'hémisphère nord, qui sont les archontes de la biotechnétronique et qui, eux, veulent transformer le monde véritablement et transformer l'homme, mais transformer le monde dans une espèce d'espace à la Zardoz. Et on reparlera de Zardoz tout à l'heure, qui est véritablement donc le royaume de la nouvelle élite. André, c'est quoi exactement cette religion? Alors, c'est une religion qui est en quelque sorte un culte antique de style carthaginois, style Moloch de Salammbô vu par Gustave Flaubert, mais version high-tech. C'est-à-dire que on sacrifie la chair humaine à tire-larigot, mais en même temps on le fait de façon ultra moderne et ultra technologique. Alors, au sommet de cette religion high-tech, on a cessé de vivre sous l'angle de la verticalité. On est maintenant dans l'horizontalité, c'est-à-dire que c'est la religion du transhumain, transformation, et donc qui aborde le surhumain. Et historiquement, l'humanité, pendant des millénaires, a toujours fait appel à la surhumanité pour se hisser vers le haut, parce que c'était sa seule ressource. Maintenant, on ne cherche plus à se hisser vers le haut, mais à durer éternellement, comme on l'avait, j'y ai mentionné tout à l'heure, dans le film Zardoz, où il y a des éternels qui ont réussi à arrêter de vieillir et qui utilisent des forces brutales pour ensuite gérer des esclaves qui sont heureux de l'être, qui ne possèdent rien et qui sont assistés. Zardoz d'ailleurs avec Sean Connery, c'est un film assez bizarre. Oui, alors c'est un film assez bizarre qui à l'époque avait effectivement surtout frappé les gens par le fait qu'il était à moitié à poil dans des culottes de cuir. Alors qu'en réalité, c'était beaucoup plus profond que ça, parce que finalement, c'était une espèce de rébellion, un peu dans le genre aussi Clockwork Orange, où finalement, ce sont les loupards des banlieues qui sont les détenteurs de la clé de la survie de la civilisation, parce que ils sont impossibles, on ne peut pas les convertir à être pacifiques. Le comportement agressif reste toujours prévalent dans l'espèce humaine. Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, on la connaît tous, on va pas se perdre là-dessus, mais il y a la religion de la transhumanité, de l'éternité, de l'élite, et puis il y a ensuite les schtroumpfs à lunettes autour. Ils sont là sur leur cheval blanc de la conquête des esprits, cheval blanc de l'apocalypse,
pour effectivement essayer de rappeler à tout le monde ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et puis, indépendamment de cet aspect des schtroumpfs qui veulent guider notre vie par la morale interposée, on a ensuite, euh, comment dirais-je, la Sainte Trinité qui est en cours, c'est la fameuse Trinité ESG. Je ne sais pas si vous avez ça en France ou en Europe, mais en Amérique du Nord, l'ESG, c'est-à-dire écologie, sociale, gouvernance, on en mange à toutes les sauces. Aujourd'hui, si tu veux choisir un fonds de retraite et que tu veux décider comment tu vas avoir une stratégie d'investissement, tu vas devoir remplir un questionnaire pour savoir si tu es pour effectivement l'écologie, si tu es pour les nouvelles théories de la gouvernance, et donc effectivement toutes les nouvelles théories sociales. C'est-à-dire que t'es plus à la recherche d'un investissement rentable, il faut que tu adhères à une certaine foi, à une certaine doctrine. Donc ça, c'est encore un côté très important, c'est le critère de base, c'est la nouvelle trinité de la religion, donc du transhumain. Et puis, effectivement, indépendamment de ce catéchisme donc qu'il faut respecter, il y a les troupes de choc internationales et nationales qui sont là pour mettre de l'ordre dans l'arène et faire en sorte que ça marche droit et que ça ne va pas dévier. Donc c'est un petit peu la religion qui est en train de redominer, de redomestiquer l'humanité. Alors je dirais que ce sont des apprentis sorciers en général parce que en tapant à droite à gauche par incompétence souvent plus que par malice, ils sont en permanence en train d'inventer des solutions pour des problèmes qui n'existent pas. On vit dans un monde d'inversion. C'est-à-dire la solution précède le problème. Au lieu de se dire, oh, il y a un problème, on va le régler, ils vont dire, il y a une solution, il faut trouver un problème. Et alors ça touche l'économie, la banque, le social, le culturel, on le sait tout ça, on le dit largamadu dans toutes tes chroniques. Et le but de la manœuvre, c'est évident, je le disais tout à l'heure, c'est l'apocalypse généralisée après les micro-apocalypses, en ce sens que c'est l'apocalypse, comme tu le sais, c'est le dévoilement et c'est la révélation dans les textes sacrés. Et le dévoilement et la révélation, c'est que l'humanité a changé, comme je le disais. L'élite va vivre sur Terre dans des latifundia bien ordonnés, comme dans le film Zardoz, et le reste de l'humanité sera au service de cette élite qui, elle, sera éternelle, et les autres, eh ben, ils vivront comme ils pourront. Elle va comme je te pousse. Donc on est véritablement dans la dystopie. Zardoz, j'en parlais, les livres de Huxley, The Island aussi, autre film très intéressant, et Orange Mécanique, où véritablement l'humanité est complètement transformée, mais elle ne le sait même pas elle-même, qu'elle est devenue une sous-humanité alors qu'elle a perdu son humanité de base. Et pourtant, ça ne fonctionne pas vraiment. Alors aux États-Unis, effectivement, ça ne fonctionne pas aussi bien que ça fonctionne ailleurs, comme par exemple en Europe. Contrairement à l'Europe, le reste du monde aussi non plus ne se rallie pas nécessairement à cette nouvelle religion, parce que d'abord il y a des traditions religieuses beaucoup plus fortes, mais indépendamment de tout ça, le wokisme a eu un effet paradoxal, puisque le wokisme est l'expression micro-apocalyptique de toutes les sous-groupes qui vont permettre des changements irréversibles par effet de cliquet dans l'ensemble de la société. Mais le rest of the world, comme on dit, le reste du monde, lui est complètement, que ce soit dans le heartland, le hinterland de l'euro-asiatique, qui se distingue du reste, avec l'Afrique qui se raccroche justement avec le rimland. Donc ce monde-là, géopolitiquement, philosophiquement, ne se rallie pas, on le sait, et c'est très intéressant parce qu'il y a encore quelques années, s'il n'y avait pas eu le wokisme, probablement que les États-Unis auraient toujours continué à dicter leur destin à tous les pays africains et à bien des pays asiatiques. Mais là, il y a eu une espèce d'étape de trop de franchie où effectivement, il y a une dénaturation de leur vision de la culture et de la société qui fait que maintenant, ils rentrent en rébellion et que l'argument d'oppression économique à leur égard ne marche pas. Alors, le peuple américain, de son côté, lui aussi, est en crise profonde, il faut bien l'admettre, on est en quasi-guerre civile, mais le peuple américain a gardé des réserves que les Européens n'ont plus gardées. Les Européens ne se posent pas la question de savoir s'ils vont survivre, ils se posent la question de savoir par quel bourreau vont-ils être exécutés et comment ça va faire moins mal.
c'est assez paradoxal de voir cette civilisation s'effondrer aussi lamentablement et d'accepter la soumission, mais à une vitesse astronomique. Donc, les États-Unis ont gardé encore quelques parties de leur population qui sont capables de réagir. C'est pour des raisons historiques, c'est parce que c'est un pays assez décentralisé malgré tout encore. Et donc, eux-mêmes se battent beaucoup, mais en arrière-garde. C'est ça qui est intéressant aussi et malheureux d'une certaine façon, c'est que ça ne va pas changer le fond du problème. Il y a effectivement politiquement des combats, on le voit au Congrès avec le rapport Durham, avec les républicains qui veulent défendre bec et ongle la candidature Trump, avec les attaques contre Biden, etc. Mais ça, c'est l'écume des vagues. Mais il y a effectivement une base qui n'est pas convaincue encore qu'il faut transformer l'être humain et qu'il faut transformer la société et qu'il faut bâtir une nouvelle religion sur Terre. Base qui, malgré tout, appelle au boycott de brands, donc de sociétés qui ont Voilà. fait le bouddhisme. Et ça a l'air de fonctionner parce qu'ils ont investi les réseaux sociaux d'une manière relativement intelligente. Alors, ce qu'on disait dans notre dernière chronique, c'est qu'effectivement, il y avait une chance sérieuse pour le Trumpisme, avec ou sans Trump, mais plutôt avec Trump dans ce cas précis, de réussir à reprendre la main et modifier les choses. Et parce que effectivement, il y a une base de population. Il y a aussi quand même des effets sociologiques qui existent, c'est-à-dire on peut trouver de l'argent plus facilement aux États-Unis qu'en Europe lorsqu'on veut mener des combats contre-culturels en quelque sorte. Et puis il y a aussi eu toute une élite de remplacement qui est quand même née dans la classe politique américaine depuis que Trump est arrivé. Et si toute cette élite aussi s'organise pour coopérer ensemble plutôt que pour se bouffer le nez, effectivement, on le disait les fois précédentes, il y a une chance effectivement de casser net la croissance de cet exercice d'apprenti sorcier qui est celui de la nouvelle religion carthaginoise ou de style molochienne et qui est en train de se mettre en place avec le sacrifice de l'humanité à la clé de la survie de la planète, à la clé de la survie de l'élite. On veut donc détruire l'humanité pour que la planète survive, comme on voulait arrêter de vivre pour lutter contre une épidémie. Donc la question qui se pose, c'est qu'effectivement, il y a une mentalité activiste qui est en train de s'organiser. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette masse réfractaire va se développer? Oui, encore, parce qu'il y a aussi un phénomène assez nouveau, c'est qu'il y a quand même des grands capitalistes, en tout cas il y en a un en ce moment, qui choisissent comment dirais-je, la réfraction ou le mouvement réfractaire ou la dissension, et en particulier c'est Musk qui a quand même réouvert les portes de Twitter, qui facilite les choses, même si de temps en temps lui-même découvre comme ça que derrière les fagots étaient cachés quelques algorithmes qui étaient destinés à faire du shadow binding sur lui-même. Mais bon, il y a quand même le grand capital peut jouer un rôle dans la révolution anti-woke, ce qui n'existe pas ailleurs dans le monde, parce que le capital est complètement voué à cette espèce de post-trotskisme wokiste du mondialisme néoconservateur. Alors, il y a ça, et puis il y a un autre aspect aussi qui est peut-être encourageant, c'est qu'il y a des intellectuels politiques, si j'ose dire, qui sont quand même extrêmement dynamiques et toniques. Et il y a notamment le phénomène Carlson, qui a, on peut dire, sauvé la mise d'une certaine façon à Trump à bien des égards, lorsqu'il a fait ses chroniques sur le soulèvement, entre guillemets, du 6 janvier du Capitole, lorsqu'il a montré les films qui disaient le contraire de ce que disait la commission du 6 janvier, il a donné énormément d'arguments à Trump. Lorsqu'il a parlé effectivement des épidémies qui avaient été hyper médiatisées, cachées derrière la pseudo-science qui était en réalité de la science bureaucratique, mais pas de la science de recherche fondamentale telle qu'elle aurait dû l'être, là aussi, il a joué un grand rôle. Et là maintenant, après avoir quitté Fox News, ou s'être fait quitter, ou s'être fait éliminer par Fox News, c'est pas fini parce qu'il est en procès avec eux, à coup de communiqué de 10 minutes, il est en train de définir le paysage idéologique de la contre-politique anti-wokiste actuelle. C'est-à-dire qu'il est en quelque sorte le cerveau, le néocortex du Trumpisme, parce que comme tu le sais, Trump, c'est pas un grand élaborateur de doctrine, c'est un instinctif, il parle par éructation et par slogan,
il est pas, quand il n'est pas sur téléprompteur, c'est difficile à suivre. Ses interviews en général sont pas toujours très bonnes. Quand il est sur téléprompteur, ça dépend de qui aura écrit les choses sur le téléprompteur. Mais Carlson, lui, vraiment, lui prépare le terrain. Et là, depuis quelque temps, on a l'impression qu'il embraye derrière tout ce que dit Carlson sur le plan de la politique intérieure, de la politique internationale. Et ça lui donne en quelque sorte des balises intellectuelles à l'intérieur desquelles il peut progresser. Et ça peut être une force pour lui par rapport à DeSantis qui, lui, a aussi un esprit très structuré, mais qui n'a pas la puissance de feu de Trump en matière émotionnelle. Tucker Carlson, il faut préciser à nos auditeurs, qui maintenant a ses chroniques sur Twitter. Déjà, ça, c'est un phénomène nouveau. Pour chaque épisode, il a des millions de spectateurs. Et il est surtout le pape de l'anti-wokisme, parce qu'il a su dénoncer en son temps le wokisme comme étant au départ une espèce d'enfumage électoral de la part des partis qui reposaient sur le prolétariat. Quand le prolétariat a cessé d'exister, il a bien fallu trouver autre chose, et donc on a inventé des victimes, des minorités de toutes sortes, on les a coalisées autour d'une majorité qui était effectivement le vote des femmes, pour essayer de convaincre tout le monde que tout ceci était de la victime qu'il fallait protéger. Et puis, en réalité, ça s'est très vite, il a aussi dénoncé le fait que ça s'est transformé ensuite en marketing commercial, économique et capitaliste, parce que finalement, les grandes entreprises transnationales, qui sont donc hors sol, elles ont intérêt à étendre au maximum les choses, cette intersectionnalité marketing et politique, parce que c'est finalement une façon pour elles, de changer les régimes des pays du tiers-monde où il y a quand même le futur du marketing de ces compagnies, puisque les vieux pays ont déjà donné le maximum de ce qu'ils pouvaient donner pour ces grandes compagnies, donc il faut bâtir l'avenir. Et puis deux, effectivement, c'est aussi une façon de mieux dominer la population idéologiquement et donc de s'assurer, comme dans le film Zardoz, le fait qu'on sera toujours éternel pendant que les combats politiques sont toujours en train, en apparence, de s'affronter, de se disputer, et les marionnettistes resteront les marionnettistes, cependant que les autres se battront. Alors André, jusqu'où va aller cette guerre civile larvée? Comment faire les oligarchies de plus en plus autoritaires dans cette course contre la montre face au constitutionnalisme populiste? Alors, si tu es aujourd'hui l'oligarchie, avec tes cavaliers de l'Apocalypse, pour pouvoir continuer de te développer économiquement, faire main basse sur les banques privées, notamment aux États-Unis, si tu veux faire main basse sur les fonds de retraite de la planète, si tu veux réinventer des nouveaux plans Marshall qui vont endetter les gens à se reconstruire dans des pays que tu auras au préalable détruits toi-même par le pur mécanisme des révolutions et des guerres, si tu veux continuer à piller l'Allemagne qui est le moteur de l'Europe en transférant toute son industrie aux États-Unis et en faire de l'Allemagne le vaincu de la Seconde Guerre mondiale, enfin officiel parce qu'il ne l'avait pas été à cause de la guerre froide, si tu veux concubiner avec la Chine quand même, parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a les terres rares, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, parce qu'il y a les microprocesseurs, parce qu'il y a toutes sortes de financements, et puis parce qu'il y a un gros marché aussi, et puis de toute façon parce que tu peux plus te heurter à la Chine, par définition, on l'a vu récemment avec Blinken, là, qui est reparti la queue entre les jambes, si j'ose dire, eh ben qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir accélérer la destruction, il va falloir accélérer les guerres, accélérer la ruine de l'Europe, déjà pour commencer, pour essayer de bouffer au maximum sur l'Europe, et puis la laisser péricliter tranquillement, maintenant qu'on l'a coupé complètement de sa stratégie eurasienne de développement économique. Il va falloir s'attaquer, ce qu'on disait la dernière fois, beaucoup plus ouvertement à la Russie, qui est quand même si les Russes ne vont pas aimer ce que je dis, un maillon faible dans cette stratégie par rapport à la Chine et au reste. Et donc, il va falloir effectivement affaiblir la Russie avant les élections de 2024, on en parlait la dernière fois, aux États-Unis et surtout même en Russie, pour faire en sorte que ça soit la pagaille et que les Russes fassent comme Nicolas II quand il a pris la pâtée avec la marine impériale japonaise qui avait été aidée d'ailleurs par Wall Street à l'époque. Donc là, essayer de créer une pâtée supplémentaire à la Russie pour lui permettre de faire un changement de régime le plus vite possible et de montrer au reste de l'humanité qu'il n'y a pas intérêt à s'amuser avec les États-Unis et avec l'Empire. Et donc, toutes ces élections de 2024 dont on parlait la dernière fois, eh bien, elles seront certainement amenées, peut-être à ce moment-là,
à recalculer un petit peu ce qu'elles devront faire si elles s'aperçoivent que la Chine se rallie aux États-Unis, qu'il y a une guerre ouverte avec la Russie. Que vont faire les pays du tiers-monde, the rest of the world? Comment vont-ils jouer leurs chevaux? Que vont faire les Indiens? Donc, il y a quand même cette tentative très importante à venir de provoquer ce qu'on disait les false flags, les faux drapeaux, pour encore rentrer en escalade. Alors, ont-ils raison? Ont-ils tort? Vont-ils tomber sur un os? Ça, c'est tout le problème. Le mot de la fin, alors, André. Est-ce que ça signifie qu'on aura pour seul choix moral que celui entre le wokisme transhumain et le wahhabisme? Alors effectivement, c'est bien de le présenter sur le plan spirituel parce que il y a donc d'un côté la religion wokiste, qui est donc une religion de contrefaite en quelque sorte, qui est, j'allais dire, luciférienne. C'est pas la vraie lumière, ça n'est qu'un reflet de la lumière. Mais elle est là, elle existe, elle repose sur des leviers bien clairs, bien faciles, auprès de populations qui sont maintenant effectivement lessivées intellectuellement, qui ont plus de cadre de référence pour pouvoir voir si c'est vrai ou pas qu'un homme et une femme c'est pareil, par exemple. On pourrait dire aussi bien, c'est des choses qui étaient des évidents. Le feu gèle et l'eau brûle. On pourrait tout à fait dire ça aussi aujourd'hui. Pourquoi pas, hein, puisque c'est des évidences maintenant qu'on peut contester. En Europe, c'est très implanté. Aux États-Unis, c'est très implanté dans les hautes sphères de la société, dans le milieu capitaliste, dans les milieux intellectuels, mais ça n'est pas implanté dans le reste de la population. Comme je le disais, il y a un substrat de population qui réagit et qui s'est enrichi d'ailleurs au cours des ans par de nouveaux substrats venant de l'immigration. On peut dire qu'aux États-Unis, l'immigration, ça a été une chance pour le peuple américain parce qu'ils viennent avec eux avec un bagage culturel qui est un bagage traditionnel qui rejoint celui des traditionalistes américains, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Hindous, que ce soit les Arabes. Il y a de nombreuses vagues arabes aux États-Unis, notamment du Moyen-Orient, qui remontaient il y a 30 ans, qui sont bien implantés dans le pays, et c'est pas du tout l'État islamique de la Libye et de l'Iran et de l'Irak, pardon. Donc, et il y a les Iraniens aussi, et il y a les Indiens. Donc, ça fait beaucoup de gens qui sont en croissance démographique forte, qui sont en plein en course frontale contre la religion wokiste. Et puis, il y a le wahhabisme aussi dans le monde arabe, qui lui aussi est un contre-feu. Alors, est-ce que l'Europe va se wahhabiser pour lutter contre le wokisme? C'est pas impossible, tout est possible dans la vie. Les renversements de situation sont toujours là. Ça ne se joue pas vraiment seulement au niveau des élections, ça se joue quand même beaucoup aussi au niveau de la mythologie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de voir des gens comme Carlson, parce que c'est un mythologue, Carlson, en réalité. C'est-à-dire qu'il réinscrit dans l'opinion publique de droite comme de gauche. Donc les vieilles ruptures droite-gauche n'existent pas quand on écoute Carlson. Il est soutenu d'ailleurs par des gens, des libertaires de gauche comme des libertaires de droite, pour essayer de reposer le problème, de redéfinir les normes, pour effectivement cesser de bêler comme des imbéciles qui, sous prétexte que tout le monde dit la même chose, eh ben, c'est la vérité. Donc le mot de la fin, c'est qu'effectivement, il y a des individualités aussi qui sont là pour aider, parce que la masse de la population qui vote ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait une élite qui arrive à donner le ton, à donner le là. Bon, Archambault et Dawed, c'est fini. Merci et dans 15 jours.